À présent, nous pouvons donc conclure ce chapitre fondamentaux en nous intéressant au protocole de transmission. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser au TCP et nous parlerons ensuite de l'UDP. Donc nous verrons dans cette vidéo une rapide introduction, les différents éléments du TCP, la structure d'un segment TCP, le concept de port TCP, qui nous servira également pour l'UDP par la suite, les différents éléments permettant la fiabilité des données sur le TCP, entre autres l'établissement de connexion, les autres drapeaux et les autres éléments enfin. Donc tout d'abord, pour commencer, nous avons vu dans le modèle TCP/IP, le modèle Internet, nous avons parlé tout d'abord d'Ethernet, nous avons ensuite parlé de l'IP, donc nous avons vu a priori que un seul protocole est utilisé à la fois sur notre réseau, sur ces couches du modèle OSI. En revanche, pour la couche transport de notre modèle TCP/IP ou OSI, nous avons deux protocoles que nous allons utiliser, aussi bien TCP que UDP. Le TCP, lui, va servir pour les communications qui nécessitent une fiabilité des données. C'est d'où le nom, c'est un protocole de contrôle de transmission, donc il y a bien l'élément de contrôle dans cette désignation. Et d'un autre côté, nous avons donc l'UDP qui lui servira plus pour des communications qui privilégieront le débit, donc qui n'ont pas besoin de cette fiabilité des données, de ce contrôle de la transmission des données. Donc nous allons voir qu'aussi bien nos différentes applications pourront utiliser du TCP ou de l'UDP, certaines pourront utiliser les deux, d'autres seront faites pour utiliser que du TCP, d'autres que de l'UDP. Donc, à quoi, pour rappel, sert cette couche de transport dans le modèle TCP/IP ou modèle OSI? C'est celle qui va permettre le dialogue entre applications. Pour rappel, le niveau 2 du modèle OSI, la couche liaison, celle qui permet la communication sur un réseau local, donc de pair à pair. Sur le niveau 3, ensuite, celle qui permet la communication entre réseaux, ou à travers différents réseaux si vous voulez. Donc cette communication va se faire entre machines. Ensuite, donc le niveau qui nous intéresse, le niveau 4, le niveau transport, lui permet la communication entre applications distance. Donc il faut bien faire cette nuance entre machine pour le niveau réseau et application pour le niveau transport. Nous allons voir pourquoi. Donc les différents éléments qui sont amenés par le TCP. Nous avons tout d'abord le contrôle des données. Donc pour ce faire, il y a un mode connecté qui permet l'établissement d'une session de communication entre deux hôtes, entre l'application de ces deux hôtes. Donc à ne bien entendu pas confondre avec la couche session du modèle OSI, dans lequel nous retrouverons plutôt l'authentification, etc. Ici, nous allons établir une connexion d'application à application. Nous n'allons pas mettre en place de procédures d'authentification, etc. Ça sera pour la couche session. Ensuite, nous avons également le principe de régulation du débit qu'on retrouve également dans les DP. Donc on va avoir une émission de messages, les segments TCP, de taille variable. Donc là, on va utiliser donc les données des couches supérieures et on va les segmenter, d'où le nom segment, en différents PDU, donc les segments TCP, pour pouvoir les transférer au mieux sur notre réseau. Ensuite, nous avons le concept de multiplexage, donc c'est lui qui permet la cohabitation sur une même ligne d'information destinée à diverses applications. C'est pour ça que nous avons cette couche de transport. Comment on fait cela? Comment on fait ce multiplexage? En fait, on va identifier nos applications grâce à un numéro, ce qu'on appellera le port, TCP ou UDP. Donc voici à quoi ressemble un segment TCP. Donc un segment TCP, vous voyez ici, donc j'ai marqué sur la première ligne nos différents bits, donc on a de 0 à 31 bits en largeur. On a donc tout d'abord le port source et le port de destination, chacun codé sur 2 octets, donc 16 bits. Ensuite, nous avons le numéro de séquence, noté sur 4 bits, le numéro d'acquittement, pareil. Et ensuite, nous avons la taille de l'entête et les différents drapeaux, la fenêtre, la somme de contrôle, le pointeur des données urgentes, les différentes options et enfin du remplissage pour ensuite avoir nos données après l'entête. Donc nous avons ici l'entête en jaune, les données en gris, bien entendu les données sont de taille variable, d'où la variable de nos tailles de segments. Donc nous allons détailler tous ces différents éléments, en commençant par le port. Donc le port TCP, je vous l'ai dit, il est stocké sur 2 octets, port source et port de destination.
chacun sur 2 octets. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de définir l'application émettrice et l'application destinataire d'une information. C'est ça qui nous permet donc le multiplissage, comme je vous l'avais déjà montré. Donc on a 3 catégories de ports. On a tout d'abord les ports bien connus, ou well-known ports. Donc eux, c'est les ports de 0 à 1023. Ils sont assignés par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Donc c'est l'autorité qui s'occupe d'assigner ces différents ports de manière standard pour tout le monde, comme ça tout le monde utilisera les mêmes ports. Sur ces ports bien connus, là c'est ce pourquoi nous avons cette catégorie, c'est les protocoles qui sont largement utilisés. Comme ça, les différentes applications qui feront par exemple du FTP, du SSH, du HTTP, sauront qu'elles doivent passer par le port respectif de ces protocoles. 21 pour le FTP, 22 pour le SSH, 80 pour le HTTP par exemple. Je vous ai mis en dessous la liste officielle, ceux dans laquelle vous pouvez aller consulter la liste de ces différents ports. Vous pouvez trouver pas mal de listes sur internet à ce sujet-là, plus ou moins complètes, celle de Wikipédia également est très complète, plus en anglais qu'en français. Donc ensuite, nous avons les ports enregistrés, donc Registered Ports. Eux, c'est les ports de 1024 à 49 151. Ils vont permettre de déterminer des services. Donc là, dans la première catégorie, nous avions des protocoles utilisés par plein de services différents. Ici, c'est pour des services particuliers. Ces services peuvent être enregistrés par l'IANA, donc ce sont des ports officiels, comme par exemple le 1194 pour OpenVPN, le 1293 pour IPsec, ou le 1998 pour le XOT Cisco. Et vous avez également des ports non officiels, donc là c'est ceux qui sont utilisés par cette application. À chaque implémentation de cette application utilise ce port-là, mais ce port n'est pas enregistré par l'IANA. C'est une convention, tout le monde fera en sorte d'utiliser ce port pour cette application, et plusieurs applications feront en sorte a priori de ne pas utiliser ce port étant donné qu'il est réservé de manière officieuse par cette application. C'est par exemple le cas du port 1503 pour Windows Live Messenger. Et ensuite, nous avons donc les ports dynamiques ou ports privés. Ce sont les ports de 49 152 au maximum, c'est-à-dire 65 535. Ils sont plus rarement utilisés et ils sont destinés à être alloués dynamiquement ou de manière privée pour certains usages particuliers. Ensuite, donc la question de la fiabilité. Je vous l'ai dit, le protocole TCP est un protocole qui est destiné à apporter un contrôle de la transmission de nos données et donc à garantir la fiabilité de ces données lors de leur transmission. Donc pour ce faire, nous faisons appel au numéro de séquence. Donc vous voyez, numéro de séquence, c'est le 3e champ de notre en-tête, suivi du numéro d'acquittement que nous utiliserons également pour cela. Donc un numéro de séquence est assigné à un paquet lors de son émission. Après réception, l'ordinateur, la machine ayant fait réception de ce paquet, va envoyer ce qu'on appelle un accusé de réception. Donc cet accusé de réception, c'est un segment TCP avec drapeau ACK activé. Donc ici, le drapeau ACK, vous le voyez directement ici, il a donc une valeur de 1. Donc là, c'est pour dire, oui, j'ai bien reçu ton paquet. Et pour lier cette réponse, cet accusé de réception au paquet reçu, le numéro d'acquittement de cette réponse, de cet accusé de réception, sera égal au numéro de séquence du paquet reçu, plus la quantité de données en octets reçus. Et son numéro de séquence sera égal au numéro d'acquittement du paquet reçu. Donc comme ça, on a bien à chaque paquet envoyé un accusé de réception qui nous permet de dire ok, le paquet a bien été reçu, c'est bon, je vais pouvoir le traiter. Cela ne sera pas fait par l'UDP. L'UDP envoie les données et il ne s'occupe pas de savoir si elles ont bien été reçues ou pas. Donc si ce paquet n'a pas été reçu, donc on n'a pas reçu d'accusé de réception, indiquant que notre hôte distant a bien reçu le paquet, le segment, pardon, ce segment sera renvoyé, exactement le même, après un temps imparti. Donc, si l'hôte distant reçoit 2 segments identiques, donc qui ont le même numéro de séquence, il va ignorer le premier et ne traiter que le second. Et il renverra un ACK. Et il faut bien prendre en compte que l'ordinateur distant peut avoir mis du temps à répondre, à renvoyer son ACK,
Donc du coup, le premier ordinateur a très bien pu anticiper et envoyer un deuxième segment alors que le premier a très bien été reçu. D'accord? D'où ce fait que le premier sera ignoré et seul le second traité, et c'est grâce au numéro de séquence que nous pouvons déterminer que les deux segments sont a priori identiques, correspondent au même envoi. Donc pour garantir que tout cela se passe bien, on va établir des connexions entre nos applications. Donc pour établir ces connexions, en fait, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à synchroniser les numéros de séquence. Synchroniser, je le mets entre guillemets car ce n'est pas véritablement la synchronisation, mais c'est pour faire en sorte que les deux machines comprennent bien leurs différents numéros de séquence. Donc pour faire cela, on va faire une poignée de main en 3 étapes, ce qu'on appelle le three-way handshake. Donc ces 3 étapes sont, tout d'abord, notre première machine va faire une demande de connexion. Donc pour faire cette demande de connexion, elle envoie un segment avec le drapeau SYN activé. Donc le drapeau SYN, ça va être pour dire ce segment a priori ne contient aucune donnée, il est juste fait pour demander une nouvelle connexion. Drapeau SYN, hop, il est ici, d'accord? Juste avant le drapeau fin. Donc SYN pour synchronisation, bien entendu. Ensuite, donc, le serveur va répondre par un SYN ACK. Donc, un segment avec le drapeau SYN activé et le drapeau ACK activé. Pourquoi le drapeau SYN activé? Car, en fait, une connexion est dans, a priori, un seul sens. Donc, on va faire en sorte que notre connexion soit dans les deux sens. Donc, en fait, le premier envoie une demande de connexion et le second répond par un acquittement. Donc dire j'ai bien reçu ta demande de connexion, c'est bon, on va pouvoir se connecter, et lui demander lui-même une connexion dans l'autre sens. Et le client va donc lui renvoyer un acquittement pour lui dire c'est bon, j'ai bien reçu comme quoi tu veux bien établir la connexion, et je veux bien que tu établisses une connexion avec moi. D'où ces 3 étapes. Donc nous avons, pour ce faire, on l'a dit, 2 drapeaux, le drapeau SYN, donc celui qui indique que c'est une demande de connexion, et le drapeau ACK qui indique que c'est un acquittement. On acquiesce, on accuse la réception de ce segment. Ensuite, ce drapeau ACK, pour acquittement, sera activé, sera positionné, sera une valeur de 1, si vous voulez, pour toutes les connexions, tous les segments qui seront envoyés relativement à cette connexion déjà établie. Et on conclura cela avec un drapeau fin pour demander la fin de cette connexion. Donc les autres drapeaux que nous avons également, nous avons le drapeau ECN. Donc lui, c'est le drapeau qui va signaler la présence de congestion. Vous pouvez aller consulter la RFC 3168 pour en savoir plus à ce sujet. Nous avons également les drapeaux URG et PSH, respectivement pour indiquer qu'une donnée est urgente ou qu'une donnée est à envoyer tout de suite. Ensuite, nous avons le drapeau RST, donc qui permet d'indiquer une rupture anormale de la connexion, RST étant pour reset. Et nous avons donc le drapeau fin que je vous ai déjà indiqué qui demande de demander la fin de la connexion. Un espace de 5 bits est conservé avant ces drapeaux afin de pouvoir prévoir les éventuels ajouts futurs dans les spécifications de ce protocole TCP, comme vous le voyez ici. Enfin, les autres éléments que nous n'avons pas encore traités dans l'entête d'un segment TCP. Nous avons tout d'abord la taille de l'entête. Donc il est important d'avoir cette taille d'entête car le champ option que nous verrons à la fin est un champ de taille variable. Donc on doit bien entendu indiquer la taille de l'entête pour savoir quand finit l'entête et quand commencent les données. Cette taille d'entête, elle est juste avant le champ réservé avant les drapeaux et juste après le numéro d'acquittement. Elle est stockée sur 4 bits, un demi-octet. Ensuite, nous avons la fenêtre. Donc la fenêtre, c'est le nombre d'octets que le récepteur souhaite recevoir sans accuser de réception. Ensuite, nous avons la somme de contrôle. Donc la somme de contrôle, vous connaissez déjà ce concept, ce qu'on appelle le checksum ou CRC. C'est la somme des champs de données de l'entête. Donc cela va nous permettre de vérifier l'intégrité de l'entête. C'est aussi un concept qui est repris par l'UDP également, Ethernet.
Ensuite, nous avons le pointeur de données urgentes. Donc là, c'est le numéro de séquence à partir duquel l'information devient urgente. Nous avons également le champ options qui nous permet d'indiquer différentes options. Et enfin, nous concluons avec un remplissage par des zéros afin d'obtenir une taille d'entête qui soit un multiple de 32 bits. Comme je vous l'ai dit, le champ options étant de taille variable, on remplit avec des zéros pour bien avoir un en-tête qui soit un multiple de 32 bits et pouvoir bien avoir une bonne distinction entre données et en-tête. Donc cela conclut notre présentation du protocole TCP/TCP. Nous avons vu son rôle, les en-têtes de segments, entre autres les drapeaux, et les éléments permettant la fiabilité et le contrôle des données, entre autres la connexion. Donc cela conclut notre présentation du TCP. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la présentation de l'UDP que vous verrez, qui vous le verrez, est beaucoup plus simple. À tout de suite.